Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, pour parler inter-burundais annulé, les différents camps n'ont pas voulu prendre part au dialogue ce mercredi 6 janvier 2016. Au Niger, l'opposant Ibrahim Hamidou libéré, arrêté pour avoir mis en doute l'existence d'un complot contre le pouvoir, il a été relaxé et il s'exprimera dans cette édition. Augmentation de la production de riz en 2015 au Sénégal, un record de récolte qui laisse le pays optimiste pour 2016. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara ce mercredi 6 janvier 2016. Comme il est de tradition dans la vie politique du pays, lors d'un nouveau mandat présidentiel, le gouvernement est prié de démissionner. Une requête acceptée par le président Alassane Ouattara. Un nouveau gouvernement devrait être formé avant le 13 janvier 2016. Rappelons que le chef d'État Alassane Ouattara a été réélu pour un mandat de 5 ans en octobre 2015. Également dans l'actualité, les pourparlers inter-burundais prévus à Ashura, en Tanzanie, n'auront pas lieu ce mercredi 6 janvier 2016. Le dialogue destiné à mettre fin à la crise burundaise a été annulé. La date du 6 janvier avait pourtant été fixée par la médiation ougandaise le 28 décembre 2015, mais les différents protagonistes ne l'ont pas approuvé. Le dialogue est donc bloqué. Le point avec Zara Mohamed Moutiou. Pas de reprise des discussions ce mercredi 6 janvier à Arusha en Tanzanie entre le gouvernement burundais et l'opposition. Objectif de cette reprise, dénouer la crise que traverse le Burundi depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat présidentiel. La date du 6 janvier avait pourtant été acceptée par l'opposition et le camp du chef de l'État lors de la réunion du 28 décembre 2015 en présence du président ougandais Yoweri Museveni qui mène la médiation. Ce refus des deux parties, d'abord, on peut dire que pour le gouvernement burundais, le refus est une façon aussi de résister à la pression de la communauté internationale. Mais en même temps, il faut dire que ces dates qui n'étaient pas concertées entre l'opposition et la médiation et aussi le gouvernement. Médiation. L'opposition aussi refuse parce qu'elle n'est pas prête. Il y a des modalités, donc la rencontre n'était pas encore préparée. Et espérons que la date du 15 qui est prévue sera la bonne. Avec ce nouveau blocage, le pays s'enlise de plus en plus dans l'impasse. Le président Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'en est pas à sa première tentative infructueuse. C'est un échec du médiateur ougandais, le président Museveni. Un échec parce qu'au départ, il avait traîné les pieds et il n'était pas vraiment dans l'esprit de ces négociations. Et c'est sous la pression de la communauté internationale, surtout de l'Union africaine, parce que la médiation allait être transférée à Addis Abeba, qu'il s'est mis, il a déterminé une date. Bon, il n'y a pas une bonne méthode de Museveni pour ces négociations. Et certains disent même qu'il pourrait perdre cette médiation au profit de l'Union africaine. Depuis avril 2015, cette crise burundaise a fait 1000 victimes et 200 000 déplacés. Le gouvernement refuse l'envoi de troupes de maintien de la paix annoncé par l'Union africaine. Le dialogue inter-burundais, qui avait pourtant été relancé le 28 décembre 2015, est de nouveau bloqué. Pour l'heure, aucune autre date n'a été fixée pour sa reprise. Au Niger, l'opposant Ibrahim Hamidou a été relaxé ce mardi 5 janvier 2016, malgré les contestations du bureau du procureur. Rappelons que mi-décembre 2015, plusieurs membres de l'opposition avaient été interpellés, soupçonnés d'avoir organisé un coup de force manqué. Ibrahim Hamidou avait été arrêté pour avoir mis en doute l'existence d'un complot contre le pouvoir. Le président Mahamadou Issoufou avait fait mention d'un coup d'État déjoué dans son discours du 17 décembre 2015. Écoutons à ce propos le principal concerné, Ibrahim Hamidou. Je me sens très bien. Je suis très content par le verdict qui est tombé le lundi passé, qui m'a relaxé pour faire non constitué. En termes clairs, donc tout ce que le gouvernement me reprochait était faux. Ils m'ont interpellé le 19 décembre à la police judiciaire et le 22
décembre, ils m'ont déféré chez le procureur. Le même jour, lui m'a envoyé en prison. Ils m'ont mis dans une procédure de flagrant délit. Donc le 28, j'ai été jugé et le délibéré a été vidé le 4 janvier dernier et j'ai eu une relaxe pour faire non constitué. La production locale de riz au Sénégal aurait atteint plus de 900 000 tonnes selon le gouvernement, un record par rapport à la récolte agricole de 2014. Grâce à ce phénomène, les coûts d'importation de riz pour le pays pourraient être réduits en 2016. Notons que la consommation annuelle de riz dans le pays a avoisiné 1 million de tonnes en 2015. Plus de précisions sur cette récolte fructueuse de riz dans un reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Les performances agricoles au Sénégal ont battu tous les records en 2015. Selon les chiffres officiels, la production du riz paddy a augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 371 tonnes, l'équivalent de 100 milliards de francs CFA d'économie sur les importations du pays pour 2016. Cette croissance s'explique non seulement par la bonne pluviométrie en 2015, mais aussi par les efforts consentis par le gouvernement et les producteurs. Depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal a adopté un programme national d'autosuffisance en riz. Et à partir de 2014, on a pris l'option d'aller à l'autosuffisance en riz en 2017, avec une contribution de 60% pour l'irrigué et 40% pour le pluvial. Le gouvernement sénégalais a mis à profit des forts potentiels rizicoles des écologies de plateau et des bas-fonds du pays. Ceci grâce à la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, partie intégrante du PSE, Plan Sénégal émergent. Cette méthode a permis d'augmenter non seulement la production rizicole, mais aussi de faciliter son écoulement sur le marché local. On a demandé au gouvernement de pousser ces commerçants importateurs à porter aussi bien le riz importé que le riz local. Et depuis qu'ils l'ont fait, ce mécanisme-là est bon et permet un bon écoulement du riz sénégalais. La qualité du riz sénégalais s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sollicitée en 2017, les spécialistes de la filière rizicole préconisent l'application des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès aux équipements, de la création des fermes, de la formation et du financement des producteurs. Pour maintenir leur activité, les médias africains cherchent un nouveau souffle. Les plateformes se multiplient, mais les acteurs du secteur se posent la question sur l'avenir de l'information africaine. S'adapter au numérique, aux synergies médiatiques, beaucoup de stratégies sont possibles, mais toutes ont la même problématique, l'accès au financement. Idlet Mirabel-Bissou. L'avenir des médias africains se dessine sur le prisme des stratégies de gestion pour assurer une information de qualité sur le continent. De la presse écrite, en passant par la radio et la télévision, sans oublier Internet, la question de la survie des médias en Afrique se pose avec acuité. Des professionnels de l'information réfléchissent sur les stratégies d'adaptation de contenu et sur les moyens nécessaires pour un tel investissement. Dans un contexte concurrentiel, il devient urgent de trouver une dynamique pour assurer l'avenir de l'information africaine. À travers le cellulaire, à travers toutes les applications, à travers toutes les tablettes, on peut toucher un public plus large, un public plus important au-delà du pays dans lequel le journal est produit et diffusé. Donc les médias africains doivent adapter leur contenu à ces différents supports et répondre présent aux investissements nécessaires pour attirer davantage de lecteurs. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des médias dans le monde, en particulier sur le continent. Avec la multitude de supports, les médias ont l'obligation de s'adapter pour rester dans la course. Cependant, être présent sur toutes les plateformes nécessite un investissement de taille. En dehors des entrées financières que sont les publicités et les annonces, quel peut être le modèle financier pour la survie des médias africains? Le modèle, c'est éventuellement de se regrouper et puis de saisir des institutions. Et au-delà des institutions, de saisir aussi des banques. Il faut que les médias deviennent de plus en plus rentables en Afrique. Pour cela, il faut des projets originaux, des projets inédits. Il faut les soumettre aux banques. Il faut que les banques acceptent de les accompagner. On ne doit pas continuer à tendre la main à la subvention.
dépendre uniquement de la vente au quotidien des publicités régulières ou irrégulières des chaînes ou les chaînes de télévision ou de radio. Il faut des banquiers, il faut des hommes d'affaires qui ont de l'audace, qui croient aux médias et qui investissent des ressources importantes. Le marché du smartphone en Afrique a connu une croissance de plus de 40% en 2015, avec près de 70 millions de téléphones vendus sur le continent. Selon les experts, 350 millions d'appareils seront connectés d'ici à 2017. Ce boom du marché des téléphones intelligents est une tendance prometteuse pour l'économie numérique du continent. Une aubaine pour les médias africains, selon certains analystes, d'améliorer leur contenu et d'affiner leur stratégie pour gagner le marché du numérique, pour une actualité africaine à portée de main. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.